a commencé en 1973 avec Le Silencieux. Ensuite, il y a eu La Gifle en 1974 qui a révélé Isabelle Adjani. Le Grand Escogriffe en 1976. L'Homme en colère avec Lino Ventura, c'était en 1979. Et puis le succès international de la Boom 1 et de la Boom 2 qui ont révélé Sophie Marceau. Il a enchaîné avec La 7e cible, L'étudiante, La neige et le feu, Les palmes de Monsieur Schultz et a terminé, en tout cas pour l'instant, avec un film sur l'abbé Pierre. Ce sont 74 années de cinéma que nous allons essayer de faire tenir en 52 minutes. Je sais déjà que nous n'y arriverons pas. Je vous demande d'accueillir avec moi Monsieur Claude Pinoteau. Claude, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci de venir. C'est toujours, quand on dit 74 ans de cinéma, et qu'on vous voit, vous, très en forme, très vert, on se dit, il a dû commencer très jeune. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le cinéma, vous avez commencé extrêmement jeune, à quoi, 14 ans? Oui, à 14 ans, oui. Tout à fait grâce à mon père, qui était déjà dans le cinéma. Lucien Pinoteau, qui était un grand monsieur du cinéma, un grand régisseur. Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait par hasard. C'est la guerre, au fond, alors que j'étais étudiant et que j'aimais les études en plus. Mon père voulait faire de moi un Saint-Cyrien, qui est un militaire dans la famille. Et finalement, quand la guerre s'est déclarée, j'étais tellement jeune, il m'a emmené avec lui à Nice, où se tournait Un tel périphis, un film de Julien Duvivier, avec Rému, Louis Jouvet, Michel Morgan, Louis Jourdan. Et il m'a fait engager tout de suite comme coursier. Comme ça que j'ai commencé donc à 14 ans dans ce métier. Alors, toute cette vie qui commence à 14 ans comme coursier dans le métier, vous la racontez dans un livre qu'on trouve chez Ramsay Poche Cinéma. Claude Pinoteau, Merci la vie, aventure cinématographique. C'est un pavé, mais alors c'est un pavé passionnant parce que depuis l'âge de vos 14 ans jusqu'à aujourd'hui, vous racontez 74, 75 années de cinéma. Et il y a tout un tas de films, parce que là, j'ai cité les films en intro dont vous étiez réalisateur, mais il y a une vie avant où vous étiez depuis... coursier jusqu'à accessoiriste, en passant par premier assistant, tout un tas de films qu'on a tous vus et que vous racontez côté coulisses. Et c'est absolument passionnant, très précis, plein de détails. Figurez-vous qu'avant d'être réalisateur, Claude Pinoteau a été un excellent premier assistant. Et ça, il faut le dire quand même. C'est ma seule vanité. Voilà, je ne sais pas si je suis un bon metteur en scène, mais j'ai été un très bon premier assistant qui m'a amusé beaucoup. C'est un métier excellent parce que, à la chance, quand on fait des grands films avec des grands metteurs en scène, le métier d'assistant est un vrai métier. Si ça s'appelait directeur de plateau, ça serait plus prestigieux. Assistant, ça fait un petit peu, c'est du veau. C'est pas, alors que c'est un vrai métier. Évidemment, si on fait huis clos ou un petit film qui se passe avec 2 acteurs, l'assistant n'a pas grand-chose à faire. Mais si on fait Week-end à Zuidcote, ou si on fait La bataille de Saint-Sébastien, bon, là, l'assistant a vraiment beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Alors, les gens avec qui vous avez travaillé, c'est que des noms prestigieux. Il y a Jean Cocteau, René Clair, Jean Giono, Abel Gans, Max Ophüls, Henri Verneuil, Jean-Pierre Melville, Claude Lelouch, il y en a encore beaucoup d'autres. Ce sont des noms qui appartiennent déjà à l'histoire du cinéma. Oui, tout à fait passionnant. Je parle de toutes ces rencontres, et quand on me demandait pourquoi je n'avais pas commencé la mise en scène plus tôt, justement, j'ai dit, contrairement à l'adage, je préfère être second à Rome que premier dans mon village, parce que j'étais auprès des Césars, de ces grands metteurs en scène que j'admirais, et je les admirais tellement que je me disais, mais je n'arrive pas à leur cheville. Jamais je ferai des films comme ils les font. Donc, si vous voulez, j'ai préféré rester second à Rome et j'apprenais beaucoup, je remplissais ma besace, et ce qui m'a permis ensuite de passer à la mise en scène beaucoup plus facilement. Grâce à un personnage dont j'aimerais qu'on parle un petit moment, c'est Lino Ventura. Qui vous a donné votre chance, on va dire ça comme ça. C'est lui qui vous a dit, bon, écoute, maintenant, mon grand, c'est bien gentil, tu vas te mettre à la mise en scène. Est-ce qu'on peut raconter un petit peu, c'était déjà un grand ami, Lino Ventura, à l'époque? Oui, parce que j'avais fait avec Lino plusieurs films comme premier assistant. La loi des rues, 100 000 $ au soleil, L'aventure, c'est l'aventure. Nous étions amis, si je puis dire, qu'on avait des atomes crochus tous les deux, on parlait un peu des mêmes choses. On avait les mêmes idées sur certaines choses de la vie. Et ensuite, en effet, quand il a vu un court-métrage de moi, chez Claude, Claude, c'est Lelouch, hein, parce qu'ils s'appellent par leur prénom, mais chez Claude, c'est chez Claude Lelouch. Non, mais j'explique aux téléspectateurs, Claude Pinoteau, il faut qu'ils sachent. Bon. Je suis un peu familier avec Claude Lelouch, mais c'est vrai que Lino m'a proposé de faire la mise en scène. Et je lui ai dit, attends, parce que j'avais déjà refusé pas mal de propositions. J'ai dit, tu me fais lire d'abord. Bon, on se parlait comme ça, j'admirais Lino évidemment, mais on se parlait quand même librement. Et je lui ai dit, fais-moi lire. Il m'a fait lire.
Et quand il m'a rappelé pour me dire alors, j'ai dit alors Lino, je ne ferai pas ce film. Il y a, dans les 20 premières pages, il y a une situation, il y a un personnage, mais alors le reste, je n'ai pas du tout envie de faire ce film. Il m'a dit alors tu vas le faire. Alors j'étais surpris, je dis comment ça? Parce qu'on est d'accord tous les deux. Dans les 20 premières pages, il y a quelque chose, mais le reste, bon, je dis mais il faut écrire un scénario. Et il dit ça t'ennuie de travailler avec Jean-Loup Dabadi? Non. Juste l'un des plus grands scénaristes qui soit en France, Jean-Loup Dabadi. Ça t'ennuie d'avoir comme producteur la Maison Gaumont? Non, c'est très bien. Juste une très grosse maison de production. C'était peut-être la plus grande. Et il me dit, et travailler avec Lino Ventura? J'ai dit, si on me l'impose, je serais obligé. Bon. Mais, et puis, c'était la grande rencontre pour moi. D'abord avec Lino, bien sûr, mais après avec Jean-Loup Dabadi, que j'admire énormément. Et on a fait 4 ou 5 films ensemble. Et on s'est entendu merveilleusement bien et ça a donné tous ces films que vous venez de citer un peu avant. Voilà. Donc là, ça a été le premier film en 73 de Silencieux. Lino Ventura qu'on retrouve dans La Gifle, gifle qu'il n'a jamais donné. Il faut dire les choses, Claude Pinoteau. Isabelle Adjani n'a jamais été giflée. Enfin si, mais par vous. Si, elle a été giflée, oui. Enfin, bon, il y a prescription, on peut en parler un peu, mais enfin... Que vous giflez les femmes? Ah oui, parlons-en, allons-y. Expliquez-nous. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'ai donné 2 gifles dans ma vie à des comédiennes, mais je n'ai jamais giflé ma femme de ma vie, bon, ni mes enfants, mais quoi qu'il aurait mérité quelquefois. mais non, là, c'était vraiment en situation, c'était pour leur rendre service en quelque sorte. Bien sûr. Voilà. Expliquez-nous comment on peut rendre service à une femme en la giflant. C'est très intéressant. D'une part, à Tahiti, il y avait le bal du gouverneur avec des officiers en Spencer, c'est extrêmement élégant, et Martine était la reine de la soirée. Martine, dites-nous de qui vous parlez. Martine Carole était la reine, de la reine de la soirée. Et à un moment donné, le chef du protocole m'a fait comprendre qu'il serait mieux que je la fasse sortir un peu de là, parce qu'elle avait un petit peu forcé sur les toasts et que le champagne coulait à flot. Alors, je lui ai prétexté de lui communiquer le changement du plan de travail pour la journée du lendemain, le tournage du lendemain, et puis je l'ai embarqué. Bon, et puis quand elle s'est retrouvée dans ma Land Rover à Punaouia devant son Faré, tout d'un coup, elle a compris que je l'avais extrait. De la soirée. Et elle était furieuse, elle m'a tapé dessus, elle m'a et à ce moment-là, je l'ai giflé et je l'ai entraîné dans son Faré. J'ai fermé la porte et je lui ai dit, la maquilleuse viendra demain matin à 7h pour ton maquillage, repose-toi, détends un peu ton visage pour que tu sois belle demain. Voilà, ça c'est ma première gifle. Première gifle. Seconde gifle, c'est beaucoup plus tard avec Isabelle Adjani. Voilà, c'est parce qu'on ne tourne pas dans l'ordre dans le cinéma, comme vous savez. Alors des fois, on tourne des scènes qui viennent avant et on les tourne après ou inversement. Et là, on avait tourné une scène où Isabelle était censée avoir déjà reçu la gifle de Lino, mais on n'avait pas encore tourné cette scène-là et elle n'avait pas à se mettre en condition pour être déjà bouleversée par cette gifle, choquée, peut-être aussi peinée. Sous le coup de l'émotion d'une gifle, en tout cas. Exactement. Voilà. Et c'est une grande comédienne, Isabelle. On aurait pu lui mettre du menthol dans les yeux, mais elle préférait vraiment vivre la scène et avoir des vraies larmes. Le coup du menthol, c'est des actrices qui n'arrivent pas à pleurer, elles font ça, elles mettent du menthol dans les yeux, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez déjà imaginer ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je l'ai amenée dans un petit coin du plateau, j'ai essayé de la conditionner en lui racontant un peu la scène, mais ce qui avait lieu avant, pour essayer de l'émouvoir, que les larmes viennent. Et puis à un moment donné, elle m'a dit en tête à tête comme nous le sommes maintenant, mais je ne vais pas vous gifler. Hein. Mais elle m'a dit, ça m'aurait tellement aidé si j'avais reçu la gifle avant. Paf, ma main est partie, mais vraiment, je peux dire, c'est même pas mon cerveau qui l'a commandé, elle est partie toute seule. Je l'ai reprise dans mes bras, j'ai dit, excuse-moi. Bon, elle m'a dit, non, ça va. Voilà. Et ensuite, elle était superbe dans la scène, c'était magnifique. Voilà. Ça a donné cette scène qu'on connaît tous. Ouais. Voilà. Alors, on parle d'Isabelle Adjani, qui était déjà un peu connue, mais que vous avez quand même révélée au grand public, on va dire. Par contre, vous êtes le véritable découvreur de Sophie Marceau. Alors, qui n'a pas vu La Boum? Là, franchement, c'est quelqu'un qui n'était pas là dans les 40 dernières années en France. Hein. C'est juste pas possible, parce que ça repasse souvent à la télé, La Boum 1, La Boum 2, puis l'étudiante après. Sophie Marceau, ça a été une vraie trouvaille et ça a été une des grandes aventures de votre vie, parce que c'est vraiment un film qui a eu une carrière internationale jusqu'au Japon, jusqu'à... Parce qu'on fait tout ce qu'on peut. Chaque fois qu'on fait un film, on se donne une dépense d'énergie, on y croit, ou il ne faut pas le faire si on n'y croit pas, on y croit
totalement Parce que c'est passionnément. plusieurs années de travail quand même. Hein. Oui, c'est du travail. Mais enfin là, j'étais vraiment tellement heureux de faire ce film parce que j'ai été très amoureux d'une jeune fille quand j'avais 14 ans. Enfin, d'une jeune fille, je dirais presque d'une petite fille, parce qu'elle devait avoir 12 ans. Et c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion dans un film de pouvoir restituer les émois d'adolescence. En ces fait. émotions. Ça, Voilà. ouais. Et c'est vrai que j'étais trop sentimental, trop romantique probablement. Parce que quand je montais au 4e étage, je demandais à ses parents d'aller faire une petite promenade avec elle. Et il fallait que j'attende au moins 5 minutes, que j'attende que mon cœur se calme pour pouvoir frapper à la porte. C'était bon. Alors, j'ai jamais eu l'occasion dans un film de pouvoir restituer ces sentiments d'amour adolescente. Voilà. Donc tout d'un coup, la boum me permettait ça. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a voulu vous poser une question sur ce film spécifiquement. Il y a quelques semaines est venu à votre place dans cette émission l'écrivain Amanda Sterz, qui justement a une question à vous poser. Et il s'agit de la question de VIP à VIP. Bonjour Claude. Vous qui avez exploré la vie des adolescents dans la boum, est-ce que vous pensez que si vous tourniez le film aujourd'hui, les préoccupations seraient les mêmes? Et est-ce que vous avez le sentiment que la jeunesse se transforme? Et si oui, comment? Alors, question d'Amanda Sterz sur la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la même jeunesse qu'il y a grosso modo 30 ans, quoi? Merci de me poser une question, ça me touche beaucoup, mais quelque part, oui, ça reste. Bien sûr, la forme est différente. Bien sûr, les choses ont changé à beaucoup de points de vue. La romance amoureuse, le discours amoureux est très différent. Mais j'ai remarqué très souvent que l'amour, tomber amoureux, ça reste toujours. C'est après que les choses diffèrent un peu. Mais je pourrais faire un débat là-dessus. Il me faudrait beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est un peu court de vous répondre comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, heureusement, dans le cœur de toutes les jeunes filles et de certains jeunes gens aussi, encore beaucoup de côté romanesque, de côté romantique, de côté malgré tout. Mais c'est la mode de ne pas le montrer. C'est un peu la mode d'être beaucoup plus direct, etc., etc. Mais au fond, on assiste encore à des grandes histoires d'amour. En tout cas, c'est tout ce que j'espère pour ces adolescents, parce que c'est des moments tellement extraordinaires de la vie. Bon, c'est vrai qu'on perd un peu quand on est amoureux. On ne voit plus ailleurs. Quand on aime, on n'aime plus ailleurs. Je veux dire, quand on aime totalement, on ne voit plus rien d'autre autour. C'est un moment tout à fait exceptionnel. Ça ne dure pas malheureusement toute la vie, on le sait. Fickenkrot a écrit un excellent livre là-dessus. C'est beaucoup trop long à dire, mais je pense quand même que dans la jeunesse d'aujourd'hui, il y a toujours ce sentiment, mais c'est le langage qui a changé. Il n'est plus dans la mode de paraître un peu plus dur, un peu plus direct. Mais au fond, heureusement, il reste encore quelque chose au fond du cœur, bien sûr. Vous êtes quelqu'un de très joyeux dans la vie. D'ailleurs, rien que le titre du livre, Merci la vie, on voit quelqu'un de très positif, qui ne garde que les bons côtés de ce qu'il a vécu. Les vies ne sont jamais linéaires. On n'a jamais une vie totalement, comment dire, jubilatoire. Il y a des moments durs, des moments difficiles. Vous avez vécu la guerre, vous en savez quelque chose quand même. Et voilà. Oui, mais ce serait une grande ingratitude si je ne remerciais pas la vie. Parce que, bon, la vie, c'est vrai, c'est les masques du théâtre, gens qui rient, gens qui pleurent, c'est du bonheur, c'est du malheur, il y a un petit peu de tout dans la vie. Mais j'ai l'impression d'avoir eu plus de chance, et plus de bonheur peut-être que le reste. Et ça, j'en suis profondément reconnaissant à la Providence. Et bon, c'est vrai que si par exemple il m'arrive des joies dans la vie, c'est là que j'ai envie de remercier le ciel. Et je n'arrête pas de remercier le ciel parce que quand on vous fait un cadeau, il faut dire merci. Et par ailleurs, quand il m'arrive des moments difficiles, je ne m'adresse plus au ciel. C'est-à-dire que je dis qu'il y a autre chose à faire. Il y a des choses bien plus importantes, beaucoup plus graves que ça.
Et dans ce cas-là, je fais comme les chats, je me mets dans mon coin. Mais je trouve toujours mieux, si on croit en Dieu ou si on croit à la providence, de dire merci, de remercier pour les choses heureuses qui vous arrivent. Parce que peut-être qu'à cause de ça, il y a peut-être davantage de choses heureuses qui arrivent. Quand on est reconnaissant dans la vie, quand on aime la vie, j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai profondément. Mais c'est peut-être très personnel. Vous croyez, vous parliez de Dieu, de la providence, vous croyez en Dieu, en la providence, vous croyez en quoi exactement? Là, on aborde un sujet qui est très, très compliqué, parce que, et très, très intime aussi, bien sûr, mais parce que quand j'avais 11 ans, quand je voyais un monsieur cloué sur une croix, je ne sais pas qui c'était. Car je n'étais pas baptisé, j'étais un petit athée sans le savoir. et puis un jour, par les circonstances de la vie, j'ai dû... mon père a voulu m'inscrire au Boy Scout à Montmartre. Et pour ça, il fallait être baptisé et faire sa communion. Donc, on m'a très vite enseigné des choses du Nouveau Testament, un petit peu de l'Ancien, mais surtout du Nouveau. Et c'était très clair pour moi, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, toutes les béatitudes, etc. Tout ça, avec ma candeur adolescente, me plaisait tout à fait. Et comme il fallait faire très vite, parce que pour faire la promesse, pour entrer dans cette troupe, il fallait donc que je sois baptisé, mais que j'ai aussi fait ma première communion. Donc, ils ont célébré ça le soir de Noël, pas le 24, mais le 25 au soir, dans cette église Saint-Pierre que j'adore, qui est à Montmartre, une des plus vieilles églises de Paris, 11e siècle. Et donc là, ils m'ont fait en uniforme scout. Il n'y avait que nous dans l'église. Ils m'ont fait un baptême, suivi d'ailleurs d'une première communion très vite après, dans les mêmes circonstances, toujours dans cette église-là. Et même, à un moment donné, il fallait qu'on soit confirmé. Or, les confirmations étaient passées. Ils sont arrangés. Il y avait le cardinal, un cardinal qui venait au Sacré-Cœur, à côté, dans la basilique. Et ils nous ont fait confirmer, à un moment donné, le cardinal, nous étions agenouillés, mon frère et moi, dans un petit coin, loin du chœur. Puis il nous a fait signe de venir. On est monté très impressionnés dans cette immense nef du Sacré-Cœur. Et là, il nous a confirmé rapidement, avec des petits soufflets sur la joue. Et donc, je suis devenu catholique, si je puis dire. Bon, cela dit, c'est vrai que j'avais une ferveur tout à fait extraordinaire, parce que la découverte de cette religion que j'ignorais complètement, mais surtout de la période chrétienne, le protestantisme, le catholicisme, l'orthodoxie, enfin tout ce qui vient autour. Bon, moi j'étais resté à être chrétien d'origine, si je puis dire, avec mon adolescent que j'étais. Et j'avais l'impression que la route était tracée, qu'il n'y avait qu'à la suivre. Donc ça m'équilibrait. J'étais serein, j'avais l'impression que les choses étaient... Je savais où aller, et donc j'étais heureux. Je crois que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. C'est un missel que vous nous avez amené là, Claude Pinoteau. Vous voulez bien nous le montrer, ce missel? On m'avait demandé d'amener un objet, oui. Donc j'ai amené un objet. En fait, pourquoi j'ai amené ça? Ça a l'air dans une émission catho, j'ai l'impression que c'est d'une convention. Mais c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, tous mes souvenirs de cinéma, mes objets de cinéma, etc., sont tous à la Cinémathèque. Et je n'ai plus rien du tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux amener? Alors que la Cinémathèque, elle n'a pas voulu de votre missel. Je n'ai pas proposé. Voilà, c'est ça. Et ce missel, en fait, c'est un missel qui appartient à un abbé, enfin un prêtre qui s'appelle, qu'on l'appelle Perlou, c'est l'abbé Chancel, et qui a enchanté Montmartre, toute la butte, pendant, je ne sais pas, 30-40 ans. Tout le monde connaissait le Perlou. Il traversait la place du Tertre, tout le monde lui faisait signe. C'était un ancien aumônier, qui était à nouveau aumônier, mais des scouts. Alors avant, il était aumônier dans l'armée. C'était un bourguignon, très sportif, il jouait au football avec nous, mais il avait surtout une foi tout à fait remarquable et très saine, il parle avec un petit accent qui nous enchantait, et il a vraiment été pour nous tous quelque chose de tout à fait exceptionnel, qui nous a nourris. Et on lui était tous infiniment reconnaissants de tout ce qu'il a pu nous apporter. Et alors, nous étions nombreux. Au scout, il y avait les louveteaux, il y avait les scouts, il y avait plusieurs troupes, il y avait le groupe, il y avait etc. Et c'est à moi que Perlou a donné son missel de sa première communion.
Et j'étais très touché, c'est comme vous le voyez, un missel doré sur tranche. Ce sont les heures de Lyon, un missel complet, avec une dédicace de Perlou. Et une photo aussi, je vois une photo à l'intérieur de Perlou. Ouais. Et qui m'a énormément touché. Parce que pourquoi moi? Pourquoi il a donné son missel de sa première communion? Et je vois d'ailleurs que c'est un vieux missel, puisque le calendrier commence en 1892. Ah oui, effectivement. Donc vous, je ne sais pas, mais moi, je n'étais pas née. Moi non plus. Claude Pinoteau, vous n'étiez pas né en 1892. Franchement. Ça me rassure. Mais donc, c'est un objet auquel je tiens énormément. J'étais très touché qu'il me le donne. C'est pour ça que je vous ai amené cet objet. Merci de l'avoir partagé avec nous, même si vous trouviez ça téléphoné d'amener un missel à KTO. Moi, je trouve qu'au contraire, le geste est très joli. Voilà. Votre dernier film, je l'ai dit en introduction, était consacré à l'abbé Pierre. C'est quand même pas anodin de faire un film sur un personnage, un grand personnage de la foi catholique, et un grand personnage social aussi, un grand personnage français tout simplement, comme l'abbé Pierre. Ça vous a apporté quoi de faire ce film qui a été du travail quand même pour vous? C'est un docu-fiction comme on dit aujourd'hui, donc c'était pas une fiction-fiction. Il fallait s'appuyer sur des faits réels et des documents réels. Ça vous a apporté quoi tout ce travail avec Henri Grouès? D'une part, au départ, quand on m'a proposé ça, comme France 2, c'est Caroline Glorion qui m'a proposé ce film. C'était pour la télé. Oui, c'était pour la télé. J'ai refusé parce que j'avais jamais fait de télé et un docu-fiction, je ne savais pas ce que c'était. Je me dis, je ne saurais pas faire ça. Fiction, oui, docu-fiction, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, ils m'ont dit, écoutez, venez avec nous, on va vous présenter l'abbé Pierre. Alors, je suis allé là-bas à Alfortville, et Maison Alfort, et en effet, ils m'ont fait rencontrer l'abbé. Et j'ai parlé un petit peu avec lui. Déjà bien âgé, hein, qui avait 90 ans passés. Oui. Bon, bien sûr, il s'est passé quelque chose entre nous, et j'ai eu envie de faire le film. D'autant plus que je l'ai interrogé, j'ai fait une interview, comme vous le faites avec moi aujourd'hui, et tout ce qu'il m'a dit m'a touché beaucoup, ça m'a beaucoup intéressé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? C'est-à-dire qu'une chose qui est peut-être terrible à dire, mais c'était l'impression qu'il y avait eu une révélation extraordinaire à Assise, c'est ça qu'il avait dirigé vers la prêtrise. Il avait été scout de France aussi, et même été chevalier de France. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il disait, tout au long de ma vie, j'ai cru en Dieu, mais j'ai toujours eu le doute. Le doute. Ça m'a un peu impressionné, parce que bien sûr, moi aussi, j'ai eu parfois le doute, et j'ai toujours le doute. Bon, on n'est pas sûr. Bon. Mais ça m'a donné envie de faire ce film. Et je ne voulais pas avoir un acteur pour faire le rôle de l'abbé Pierre, mais j'avais une silhouette incroyable que j'ai trouvée à Grenoble, qui était la même taille exactement, enfin, c'était la même morphologie. Et il vous a prêté en plus son béret et sa cape, l'abbé Pierre, oui, d'origine. Il m'a prêté sa propre cape, son propre béret, sa canne. Et d'ailleurs, un jour, il m'a dit, là, dans cette scène-là, c'est très bien, mais vous êtes trompé, mon béret, je le porte du côté gauche. Et moi, je l'ai mis du côté droit. J'ai dit, mais vous inquiétez pas, on a inversé au laboratoire. On a inversé l'image, et puis voilà. Voilà, et le béret est passé à gauche. Mais donc, je le montrais toujours son ombre, ou son épaule, ou sa main, mais jamais j'ai voulu montrer le faux abbé Pierre, il n'était pas question. Mais c'est vrai que c'est un film qu'on a fait, qui a été difficile, parce qu'on était 3 semaines du côté du Vercors, à Grenoble, et puis surtout la recherche des archives. La recherche des archives qui est très longue et fastidieuse. Et voilà. Enfin, en tout cas, le film s'est terminé. Et j'ai eu la chance de recevoir des lauriers du Sénat, sous les ors, les lambris de la République. J'ai reçu une récompense qui était les lauriers du Sénat. Et c'est un film qui a nourri votre réflexion un petit peu, parce que quand on travaille sur un personnage pareil, on se doute bien que ce n'est pas un film qui apporte la même chose que Le Grand Escogriffe ou L'étudiante ou que sais-je. Enfin, voilà, il y a quand même une autre profondeur. Oui, sans doute, mais il y a des films qui m'ont apporté quelque chose aussi de spirituel quand même. Mais celui-là, bien sûr. Notamment lequel, alors? Quel autre film vous a nourri spirituellement dans ceux que vous avez pu faire, soit comme réalisateur, soit comme assistant? Oui, mais non, il n'y a pas eu vraiment de films, comment dirais-je, comme Monsieur Vincent, ou des films qui soient vraiment sur la religion.
même comme assistant, bien sûr, mais à travers les histoires d'amour, il y a quelque chose de tellement profond dans les histoires d'amour. L'amour rejoint quelque chose de spirituel. Et il y a quelques fois où j'ai fait des films vraiment avec un esprit différent des autres films habituels que je pouvais faire. Quelques-uns m'ont apporté quelque chose de plus profond. Mais enfin, l'abbé Pierre, évidemment, puisque c'était un abbé tellement dévoué, parce qu'il parle toujours des autres, il disait toujours mais les autres. Et c'est certainement une abnégation extraordinaire. Vous vous reconnaissez bien quand même dans ce discours sur les autres parce que vous terminez votre livre Merci la vie, je rappelle que c'est chez Ramsay Poche Cinéma, vous le terminez justement avec ces phrases « On ne fait rien de bien pour soi-même, c'est par et pour les autres qu'on se réalise ». Tout à fait. Ça, c'est ma conviction profonde. Je crois que l'égoïsme total de décider de faire des choses sans les autres, on a toujours besoin des autres, c'est vrai, voilà, je l'ai dit. Alors, dans cette émission, il y a une deuxième personne qui va vous poser une question, un personnage récurrent, pas de fiction, il est réel celui-là, il s'appelle le père Geoffroy Marie, il est prêtre, il est également moine à la communauté Saint-Jean, et justement, il a une question cinéma à vous poser, c'est pas courant avec lui, donc profitez-en. Claude Pinoteau, c'est la question tombée du ciel. Bonjour Claude. Si on vous demandait un jour de réaliser un film sur une thématique religieuse, quel message vous aimeriez faire passer? Quel thème vous aimeriez prendre? Qu'est-ce qui vous intéresserait de produire? Alors, le père Geoffroy Marie vous demande un film sur une thématique religieuse. Donc, on sait qu'il y a eu l'abbé Pierre, mais autre chose. Là, on est sur un personnage religieux, sur une thématique religieuse. Bah, évidemment, maintenant, il faut dire que j'ai malheureusement passé un peu l'âge de réaliser. C'est difficile pour moi maintenant de trouver des producteurs, peut-être qu'ils regardent ma carte d'identité, ils trouvent que je suis un peu vieux pour tourner. Et donc, si vous voulez, c'est très difficile. Donc, j'ai un peu stoppé. Mais dans l'idée, si on reste dans l'idée. Ah bah, dans l'idée, j'avais commencé à écrire un scénario sur le père de Foucault, qui m'avait beaucoup intéressé. J'avais même commencé à contacter des acteurs. Il y avait Christophe Malavoie, il y avait différentes personnes. Et j'ai beaucoup travaillé sur ce scénario. J'ai d'ailleurs beaucoup aussi consulté les archives. Et j'ai constaté que Foucault avait eu des liens spirituels, mais des liens profonds avec sa cousine, avec Marie, dont il parlait. Et le film commençait par l'assaut de ce borg à Tamanrasset, et où il avait été tué. Un peu finalement comme le Christ, puisque finalement il est mort. Vraiment d'une manière terrible. Et je voulais commencer justement le désordre qui avait été fait par l'attaque et notamment d'un livre qui avec le vent de sable s'arrêtait à une page où il y avait une dédicace justement, parce qu'il y avait une grande histoire d'amour avec Dieu, avec Jésus, et puis aussi une grande histoire d'amour mais une histoire totalement platonique bien sûr, mais une très jolie histoire. Et ensuite, on commençait donc par la fin, si on peut dire, et puis on racontait l'histoire du père de Foucault, qui est passionnante, qui est très, parfois rocambolesque d'ailleurs. C'est une aventure fabuleuse. Quand il est parti au Maroc... Mais il a été un des premiers cartographes du Maroc. Exactement. Hein. Oui. D'ailleurs, il a réussi à partir en faisant passer pour un rabbin, d'ailleurs. Il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. On en a parlé avec Robert Hossein, d'ailleurs. Mais voilà, malheureusement, le film ne s'est pas fait. Ça reste le grand regret, en tout cas, ce film sur Charles de Foucault, alors. Certainement, oui. Ouais. Au tout début, je reviens à votre livre, parce qu'il y a beaucoup de choses et que c'est vraiment très riche. Il y a une très jolie citation de John Steinbeck. Je vais vous la lire et j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi vous l'avez mis en exergue comme ça au début de votre livre. Même si une fois que j'ai lu le livre, j'ai quand même une idée assez précise, mais les gens qui nous regardent ne l'ont peut-être pas lu. Donc c'est issu de cet extrait de La Coupe d'or de John Steinbeck. « Tu es un petit garçon qui désire la lune,
afin d'y boire comme à une coupe d'or. C'est pourquoi, selon toute probabilité, tu seras un grand homme, à condition que tu restes un enfant. Tous les grands de ce monde ont été de petits garçons qui désiraient la lune. À force de courir et de grimper, ils sont parvenus à attraper une luciole. Voilà. Claude Pinoteau, expliquez-nous. Vous savez, déjà, le texte explique tout. Je veux dire, c'est vrai qu'il faut rester un enfant, parce que quelque part dans l'enfance, il y a quelque chose de pur, quelque chose de vrai. Et peut-être que la vie, ensuite, l'érosion de la vie, peut-être, gomme un peu, ou en tout cas, blesse un peu, peut-être, les choses de l'enfance. C'est ce que finalement Jacques Brel me disait quand j'ai eu l'occasion de parler un peu avec lui en disant l'aventure c'est l'aventure, où lui en voulait un petit peu à la vie de ne pas avoir tenu les promesses de l'enfance. Qu'il était très ouvert, peut-être un peu naïf, encore que naïf, je crois que c'est du latin, ça veut dire la vie, c'est quelque chose qui ne correspond pas à l'idée qu'on se fait aujourd'hui de ce mot. Mais c'est vrai que quand il parlait toujours de ne pas pouvoir atteindre l'inaccessible étoile, quand il chantait, etc., bon, parce qu'il sentait que ces étoiles, bon, c'était sinon éteintes pour lui, mais en tout cas étaient bien trop inaccessibles. Et c'est un peu la raison pour laquelle toute ma vie, j'ai cherché quand même. Bon, j'ai même pas cherché, c'est naturel, c'est venu comme ça, de rester quand même, bon, pas un enfant, mais de garder certaines qualités, certaines choses qui m'avaient enchanté dans mon enfance et même dans mon adolescence, et que je devais garder précieusement, protéger précieusement, car connaissant la vie telle que je l'ai vécue, avec la guerre, avec différentes choses de ma vie, si vous lisez mon livre, vous verrez, ça n'a pas toujours été rose. On va le dire rapidement, mais votre maman est partie, vous étiez très jeune, vous avez aussi perdu votre première épouse. Je sais que vous n'avez pas forcément envie d'appuyer là-dessus, mais bon, voilà, il y a des choses, mais malgré ça, justement, à cause de tous ces accidents de la vie, on pourrait tout d'un coup devenir plus, comment dirais-je, plus blasé, plus mécontent. Oui, basculer dans quelque chose de plus dur. Voilà. Et finalement, non, je crois que c'est de protéger tout ça. Et je dois dire que j'ai réussi en partie, du moins. Et ça m'enchante, ça m'aide beaucoup à vivre. Quand j'ai eu 80 ans, mes enfants ont voulu me faire une fête conventionnelle. Bon. Et j'ai décidé de leur dire, écoutez, je vous emmène à Euro Disney. Et j'ai loué des chambres là, à l'hôtel d'Euro Disney. C'est un souvenir pour eux fabuleux. Et j'ai fait pratiquement toutes les attractions. Les W8, etc. Non. Oui, bien sûr. Et on s'est amusés comme des fous. Et je disais, voilà. Et au fond, ma vie, je ne dirais pas que ma vie, ça a été Euro Disney. Mais quand même, grâce à tous les voyages que j'ai faits, les rencontres avec les acteurs, tous ces décors que j'ai connus, tout ce côté romanesque, ce côté aventureux. Oui, puis ces anecdotes incroyables qu'on ne peut pas raconter dans cette émission, mais il y a des choses hallucinantes que vous avez dû faire pour tel film. Ça n'existe que pour le cinéma, ces choses-là. Je ne dis rien, achetez le bouquin, vous verrez. Bon voilà, vous avez une vie très très bien remplie et parfois très drôle aussi. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je dis merci la vie, parce que, bon, maintenant j'arrive à un âge où je peux le dire, parce que tout ce qui peut m'arriver, c'est du bénéfice net maintenant. Je suis, comme on dit, amorti, et donc je ne peux pas être autrement que reconnaissant dans la vie, et peut-être parce que je l'ai aimé passionnément. Et je crois que c'est comme si la vie était une personne. De l'aimer, je crois que, en effet, quand je dis en plaisantant que j'aime tellement la vie qu'elle hésite à me quitter, mais c'est vrai que je continue à l'aimer passionnément. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est quand on fait la gueule à la vie, elle vous fait la gueule. En tout cas, c'est une opinion que j'ai, après l'âge que j'ai, je peux affirmer ce genre de choses. Et bon, alors maintenant, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, ce qu'il y a... ce qui est avant le mur de Planck ou à partir de Big Bang, ou ce qui se passera dans ça, je l'ignore, mais c'est vrai que nous vivons un mystère permanent sans nous en rendre compte.
C'est-à-dire qu'on vit le quotidien un peu d'une manière un peu routinière. Alors que, un peu le nez dans le guidon, comme on dit. Voilà. Exactement. Alors que la vie, et chaque jour, nous vivons dans un cosmos dont nous ne savons rien, au milieu de milliards d'étoiles, avec des étoiles qui naissent, qui meurent, etc. Et je trouve ça prodigieux. Nous parlons en ce moment tous les deux, nous sommes en train de parler à 1600 km à l'heure autour de l'axe de la Terre et à 350 000 km autour du Soleil. Là, précisément, je n'y pensais pas, mais d'un seul coup, ça devient vertigineux. Voilà. Bon, c'est prodigieux. Donc nous vivons un mystère permanent. Et moi, j'aime ce mystère parce que, encore une fois, c'est l'aventure de la vie. Voilà. L'aventure, c'est l'aventure. Film de Claude Lelouch, sur lequel vous avez été premier assistant. Il y a un papier qui dépasse de votre poche depuis tout à l'heure. Claude Pinoteau, je vais vous demander de bien vouloir le sortir. Et normalement, il doit s'agir du petit texte que je vous ai demandé d'amener pour cette émission. Pouvez-vous me dire ce que vous avez choisi? Voilà, vous avez demandé un objet et un texte. Alors, un texte, c'était un peu... Parce que, au fond, là, je rejoins un peu mon métier. C'est-à-dire que j'ai choisi, grâce à Frank Capra, que j'admire extraordinairement... La vie est belle. La vie est belle, m'a enchanté. Un des plus beaux films qu'il m'ait été donné de voir. Ah, et quand je suis rentré dans le cinéma, j'en suis sorti à la dernière séance. C'est un film qui m'a apporté beaucoup, même si il peut paraître un petit peu, comment dirais-je, mélodramatique. Bon, mais c'est tellement chaleureux. Il y a tellement de chaleur humaine. Moi, je le trouve très actuel, ce film. La vie est belle, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Enfin, moi, je l'ai vu, j'étais adolescente, il m'a parlé tout de suite, parce que ça se passe, c'est en noir et blanc, ça se passe il y a quelques années, mais je crois que c'est en noir et blanc, non? Ou en couleur? C'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc. Et je le trouve très, très actuel dans ses préoccupations, quand même, sur les rêves qu'on n'a pas réalisés, qu'on aurait voulu réaliser, puis la vie qu'on a eue, qui n'est peut-être pas si mal que ça, finalement. Vous en parlez très bien. Mais c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que dans la vie, il y a des films dramatiques, parfois... Bon, et puis des films plus optimistes, ou en tout cas plus près du cœur, plus près de la chaleur humaine. Et c'est un peu ça. J'avais été très prétentieux quand j'ai fait mon premier film. Première interview, j'ai répondu à un journaliste en lui disant, au fond, j'aimerais faire des films qui s'adressent à ce qu'il y a de meilleur chez le spectateur. Mais quelle prétention! Après j'ai entendu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Pour s'adresser à ce qu'il y a de meilleur chez le spectateur, il faut vraiment avoir un talent extraordinaire. Et je n'étais pas sûr du tout, et je ne suis toujours pas sûr d'ailleurs de l'avoir. Et alors donc, pour en revenir à ce papier, en effet, les comédies m'enchantaient, et surtout les comédies de Chaplin aussi, parce que Chaplin est le premier qui, après des films muets de poursuites, de gags, etc., a amené la notion d'émotion. Extraordinaire. On voit les lumières de la ville de Chaplin, tout d'un coup on rit comme des fous, et les scènes tellement drôles, et tout d'un coup on a la larme à l'œil quand l'aveugle reconnaît son bienfaiteur, etc. Il y a des moments prodigieux. Et c'est lui qui a amené cette notion de comédie, également d'émotion. Et j'ai toujours cherché dans mes comédies, y suis-je arrivé? Ça, je ne sais pas. Mais toujours d'y mettre un peu d'émotion. Alors, beaucoup de gens ont attaqué les comédies ou les gens qui font rire. Et j'ai trouvé cette citation que j'aime bien, parce que c'est une citation de De Bureau. C'est vrai que De Bureau était un grand mime du XVIIIe siècle, dont c'est inspiré, du XIXe, pardon. Je vous ai déjà précisé que je n'étais pas né au XIXe siècle et que je suis mal au courant des mimes au XIXe siècle. Et moi, j'étais né déjà, parce que je suis né au XVIIIe siècle. Bien sûr. Et donc, je peux en parler. Et donc, c'était un mime célèbre, d'ailleurs, que Marcel Carné a repris dans Les Enfants du Paradis, puisque le rôle de Jean-Louis Barrault, c'est le rôle de De Bureau. Et De Bureau a inventé le Pierrot. Le Pierrot lunaire, c'est De Bureau. Très bien. Le visage blanc, etc. Alors, Sacha Guitry s'est inspiré de Bureau pour écrire une pièce qui s'appelle De Bureau et qui est admirable. Et il y a cette citation, voilà, que je trouve très belle. Imagine un très grand silence. On vient de lever le rideau. Un silence absolu, complet. On entendrait voler un impresario. Soudain, tu viens de faire quelque chose qui plaît, un geste inattendu, comique, et ça commence tout à coup. Car ça commence d'un seul coup. Et voilà le silence rompu qui vole en mille éclats. Le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue. Et le rire au galop qui traverse la salle emporte tout. Le chagrin, les soucis et les peines. Et comprends bien ceci. Comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci. Je sais, oui. Ça ne fait rien.
sois ignoré. Va donc, laisse la gloire à ceux qui font pleurer. Je sais bien qu'on dit d'eux qu'ils sont les grands artistes. Tant pis, ne sois pas honoré. On n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Sois un paillasse, un pitre, un pantin, mais que t'importe. Mais fais rire le public, dissipe son ennui, et s'il te méprise et t'oublie, sitôt qu'il a passé la porte, va, laisse-le, ça ne fait rien. On se souvient toujours si mal de ceux qui font du bien. Mais peut-être qu'un jour, alors, tu connaîtras ce bonheur ignoré de la gloire éphémère, ce bonheur qu'on n'achète pas. Oui, peut-être qu'un jour, tu seras populaire. Et ça, vois-tu, c'est presque aussi bon que l'amour. C'est une très, très donc, c'est un hommage à jolie la comédie. citation, bien sûr. Bien sûr. Mais vous êtes populaire, vous avez fait des grands films populaires. Je ne sais C'est pas, une mais enfin, récompense pour vous? Quand on s'adresse au peuple, ou qu'on s'adresse à ce qu'il y a de meilleur, prétentieusement, je n'y suis pas arrivé sans doute, mais quand on essaye en tout cas, eh bien, c'est vrai qu'on s'adresse au peuple. Et si c'est populaire que ça s'adresse au peuple, voilà. Mais cela dit, j'admire énormément ceux qui font des films plus intellectuels, plus rares, plus... Bon, c'est un choix. On a le choix, on peut faire des films morbides, des films bons, on peut faire des comédies comme Capra. Moi, j'ai choisi plutôt ce genre-là, mais je ne méprise pas. Je dis, tous les genres sont possibles au cinéma. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des bons films et des mauvais films, et dans tous les genres. J'ai complètement oublié de dire, mais c'est quand même très très important et très grave de ne pas l'avoir dit, que vous êtes quand même le fils du président de la République. Et à un moment, il faut dire les choses. Claude Pinoteau, vous êtes fils de président de la République. Voilà, mais il faut quand même... je suis resté très simple. Oui, en effet, je suis le fils du président de la République de Montmartre. Ah, de Montmartre. Ah oui. Oui. Bon. Voilà. De Montmartre. Également fils de celui le président qui a fondé l'œuvre des Petits Poulbeaux à Montmartre. C'était là que je voulais en venir. Lucien Pinoteau, votre papa, c'est lui qui a fondé l'œuvre des Petits Poulbeaux. Voilà. Alors on va expliquer ce qu'il faisait pour ces gamins de Montmartre. C'est Poulbeau, forcément, qui a fondé ça, parce que vous savez que Montmartre a toujours été préservé, parce que les fiacres évitaient de monter à Montmartre, parce que ça monte dur, la rue Le Pic, donc c'est resté un maquis là-haut, avant qu'on se construise la basilique du Sacré-Cœur. Cette pauvre petite église Saint-Pierre était un peu isolée là-haut, et même après. Quand on prenait des taxis avec mon père, les taxis refusaient de monter parce qu'il fallait être en seconde et ils disaient on ne trouvera pas de clients là-haut. Bon, et donc Poulbeau a vu qu'il y avait des enfants très pauvres qui habitaient le maquis de Montmartre. Il s'est intéressé à eux, il a fondé un dispensaire. Puis un jour, il a eu la carie des os, il était paralysé des jambes, et il connaissait mon père, et il a demandé à mon père de reprendre l'œuvre, mais il ne voulait pas que ça porte son nom. Et il a fallu attendre un peu avant que mon père réussisse à appeler l'œuvre des Petits Poulbeaux. Voilà. Du nom de Francisque Poulbeau. Voilà. Voilà, de Francisque Poulbeau. Et d'ailleurs, on va célébrer bientôt les 90e anniversaire de la République de Montmartre à l'Hôtel de Ville, très bientôt, ce mois de novembre. Et votre papa, en fait, il emmenait ses enfants pauvres, il les emmenait en vacances, notamment. Oui, c'est-à-dire que ça a été surtout très utile pendant l'occupation allemande. Bien sûr. Parce que, comme les enfants avaient faim, que le médecin de l'œuvre se plaignait en effet, de tuberculose, de maladies de déficience, parce qu'ils ne nourrissaient pas comme il aurait fallu les nourrir. Un jour, mon père a pris un coup de sang, comme il avait fondé une compagnie de tambours, habillée avec le costume de l'affiche de Francis Poulbeau, espèce de costume de révolutionnaire, et des tambours. Et il a décidé de prendre ces 15 tambours et d'aller dans tous les restaurants où venaient les Allemands, et pas seulement d'ailleurs où venaient les Allemands, dans d'autres, et exiger qu'on lui prenne 2 enfants le jeudi et le dimanche. Ce qui s'est fait et ce qui continue à se faire, toujours. Bon. Et les restaurateurs ont été formidables et ça a permis à beaucoup d'enfants à l'époque, surtout entre 40 et 45, 46, parce qu'on avait encore des cartes d'alimentation en 46, de pouvoir se nourrir mieux que chez eux. Voilà. Je voulais qu'on en parle parce que je trouve que c'est une œuvre magnifique. Voilà, donc je voulais qu'on rende hommage aussi à Francisque Poulbeau et à votre papa, Lucien Pinoteau. Nous entamons la dernière ligne droite de cette émission. Je vous préviens, c'est la plus raide. C'est comme Montmartre, ça grimpe vraiment de manière assez raide. Il s'agit du questionnaire inattendu qui va clore cette émission. Vous vous sentez d'attaque, Claude Pinoteau? Je ne sais pas. En même temps, il y a un petit peu pas le choix, quoi. Ça dépend des questions. Ouais. Eh ben, c'est parti, le questionnaire inattendu.
préparé au questionnaire, évidemment, sinon ce ne serait plus le questionnaire inattendu, Claude Pinoteau, voyons. Bon, alors, première question, qu'est-ce que vous diriez au petit garçon que vous avez été, si vous pouviez le croiser au détour d'une rue, vous croisez le petit Claude Pinoteau, vous lui diriez quoi, ce petit garçon, 80 ans plus tard? Je lui dirais, est-ce que tu me reconnais? Je lui posais la question, savoir s'il me reconnaît, s'il me retrouve. Bien sûr, bon, mon vaisseau spatial a changé, hein, bon, bien sûr, parce que je considère que c'est un vaisseau spatial qui marche à l'azote et à l'oxygène, et puis c'est comme une vieille bagnole, il finit par vieillir. Bon, le moteur commence à fatiguer, mais je lui demanderais si malgré ça, malgré l'extérieur, de l'intérieur, s'il me reconnaît. Je serais tellement heureux s'il disait oui, papa. Bon, papa, peut-être pas d'ailleurs, mais enfin qu'il me dise oui. Oui, mon grand. Voilà. Dans votre catégorie de réalisateur, qui admirez-vous le plus? Ah, justement, j'admire ceux qui ont apporté quelque chose au public, qui ont apporté quelque chose. Ceux qui travaillent aussi bien pour eux que pour les autres. C'est-à-dire savoir que la mise en scène est une prétention incroyable, parce qu'on prétend s'adresser au moins à 1 million de spectateurs, pour au moins amortir le film. Donc c'est déjà, parce qu'on ne demande pas de formation, on ne demande pas des critères de moralité ou au metteur en scène, on est libre. Dieu soit loué, c'est la liberté d'expression. Bon, mais je veux dire, j'ai un faible pour ceux qui ont un certain sens de la responsabilité quand ils font un film et qui essayent de s'adresser, de faire un film qui puisse apporter quelque chose. Un nom peut-être? René Clair, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Les grandes manœuvres, j'ai adoré. Frank Capra, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure déjà. Bon, j'ai adoré aussi Max Ophuls, à travers ça. Madame Doug, j'ai beaucoup aimé. Enfin, il y a beaucoup de metteurs en scène pour qui j'ai beaucoup d'estime, profondément d'estime, et que je respecte, et qui ont apporté en effet quelque chose. Avez-vous l'estime de vous-même? C'est très important comme question ce que vous posez, parce que, au fond, pour vivre bien avec soi-même, c'est-à-dire en paix avec soi-même, avec une certaine sérénité intérieure, il faut être en paix avec soi-même, c'est-à-dire avoir l'estime de soi. Mais l'estime de soi, c'est très difficile. C'est-à-dire quand on n'a pas l'estime de soi, on est de mauvaise humeur. On n'est pas bien dans sa peau, on est fâché avec soi-même, si je puis dire. Et dans ce cas-là, on est rongé par les regrets ou par ce remords de ne pas avoir été. Donc, si vous voulez, essayez de tendre, parce que c'est difficile, mais de se respecter, d'avoir l'estime de soi. C'est d'ailleurs, je l'ai peut-être emprunté à l'abbé Pierre, peut-être, parce que c'est lui qui en parlait aussi, de l'estime de soi. Et j'ai trouvé que c'était un effet très juste. Et qu'à chaque fois qu'on est satisfait, non pas par orgueil de soi, par une réussite justement d'un film qui marche bien, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plutôt dans le comportement de la vie vis-à-vis des autres, des rencontres, vis-à-vis du respect de soi-même. Quand on est bien avec soi, on touche à une certaine plénitude. En tout cas, ça vous donne une sorte de joie de vivre. Voilà, on peut dire merci la vie. D'un point de vue, hein, j'ai peut-être pas raison, mais puisque je réponds à votre question, je pense tout à fait que c'est vrai vis-à-vis de soi-même, je crois. Claude Pinoteau, demain sera, comme le dit une chanson célèbre d'Étienne Dao et qui est devenue titre de film aussi, demain sera le premier jour du reste de votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de toutes ces années qui vous restent encore à vivre joyeusement? Vous savez, je butine très infidèlement de présidence de jury en présidence de jury. Sur des festivals de cinéma, donc. De cinéma, pardon. Oui, d'ailleurs, j'en ai fait de théâtre aussi, mais beaucoup moins. Mais c'est vrai que... ils doivent savoir l'âge que j'ai, que je ne tourne plus. Par conséquent, Pinoteau, il est libre, alors on va lui proposer d'être président de jury. Vous êtes deux comme ça, il y a vous, puis il y a Georges Lautner aussi. Voilà. Alors, au fond, merci, parce que on est pris en main quand on y va, notamment récemment par une dame...
qui s'occupait d'un festival, qui vous ressemble beaucoup. Et finalement... Là, il faut tout dire ou il ne faut rien dire, parce que les téléspectateurs, ils ne vont pas comprendre. Là. Oui, on s'est rencontrés sur un festival de cinéma. Représentatrice du festival d'hier, et c'est vous qui avez choisi le jury, et vous m'avez invité, et je veux dire, ça s'est passé très très bien. On était très heureux tous, si bien même que tous ces membres du jury forment maintenant une espèce de communauté. On se voit très souvent, des jeunes ensemble, enfin bon, bref. Et ça, c'est notre vie privée. Hein. Voilà. Et donc, bon, je fais ça. Je m'occupe aussi encore un peu de certaines œuvres, notamment avec les Fondations de France, grâce à Reunica. Je m'occupe, enfin, je ne vais pas vous raconter tout ce que je fais, mais enfin, j'ai une vie pleine d'activités. J'ai fait récemment une conférence au Café de Flore avec une fédération de femmes, de chefs d'entreprise. Et encore une fois, parce qu'on doit savoir que je suis plus libre qu'avant, je fais beaucoup de choses. Et je dois dire que j'accepte parce que ça me touche beaucoup. Je pourrais être un has-been, je suis peut-être d'ailleurs un has-been, mais quand on me téléphone pour me dire est-ce que vous pourriez, Claude, vous accepteriez de... Mais oui, ça me touche beaucoup qu'à mon âge, on ne m'a pas oublié, qu'on me demande encore d'aider à certaines choses. Sans parler d'être has-been, vous pourriez juste être un simple retraité. Oui, visiblement, c'est un mot qui colle assez mal avec votre définition de... Si j'ai rien à faire, je marche, je fais du vélo, je fais quelque chose, mais je ne peux pas rester... Non, puis grâce à Dieu, là je reviens de Corse, où j'ai fait des choses professionnelles aussi. Après, je suis allé à Saint-Jean-de-Luz, là je vais aller à Cannes. Non, mais voilà, il faut quand même dire ce qu'il y a. Claude Pinoteau, il est plus vert que vous et moi réunis. Quoi. Non, je ne dis pas ça, non. Si. Mais en tout cas, moi je vous remercie d'avoir pris le temps, puisque vous êtes super disponible, mais quand même d'avoir pris le temps de venir dans cette émission VIP. Je vous souhaite encore beaucoup de belles choses, que ce soit en Corse ou je ne sais où. Merci la vie. Au bout du monde. Merci la vie, comme vous le dites. Je rappelle donc ce livre, Ramsay Poche Cinéma, Claude Pinoteau, Merci la vie, sous-titré Aventure cinématographique. On jubile beaucoup, j'allais dire on rit beaucoup, mais on jubile beaucoup aussi en découvrant toutes ces anecdotes du cinéma. Et puis je vais terminer avec une citation qui est dans votre livre. Elle est un tout petit peu triste, mais en même temps elle est pleine d'espoir. Vous la citez à propos de la mort d'Édith Piaf et de Jean Cocteau. Jean Cocteau que vous avez vraiment très bien connu. Et il y a cette citation très jolie qui dit « Faites semblant de pleurer, puisque les poètes font semblant d'être morts ». Et moi, c'est une des phrases que j'emporte avec moi de votre livre. Une phrase de Jean Cocteau. Et c'est une phrase de Jean Cocteau. Merci la vie, merci Claude Pinoteau et bonne continuation à vous. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Au revoir.